Anorexie, boulimie, hyperphagie boulimique, des noms pour certains barbares, pour décrire des troubles du comportement alimentaire, quand manger n'a rien de naturel et tout de compliqué. Beaucoup pensent que ce sont des problèmes qui n'arrivent qu'en Occident, qu'au blanc, et pourtant ils sont présents également dans nos sociétés. Mais finalement, quelles sont les causes de ces troubles du comportement alimentaire? Comment les identifier et surtout comment les surmonter? On va en parler aujourd'hui dans le détail dans un tout nouveau numéro des Femmes d'ici sur NCI. Restez avec nous, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue sur le plateau des Femmes d'ici sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler. Bonjour les filles, ça va Mélissa? Bonjour Anan. Ça va? Ça va super. Dija, Oui, t'es en forme? Ça va, ça va. J'aime beaucoup vos tenues les filles. Bon, comme d'habitude on va dire, on est bien habillés sur le plateau des Femmes d'ici. Je pense que personne ne pourrait dire le contraire. Donc encore une fois, petite dédicace à notre styliste préféré, Patrick Edouard. Alors aujourd'hui les filles, on parle de troubles du comportement alimentaire. Est-ce que c'est un sujet qui vous parle peut-être pour commencer? À moi, oui, un petit peu. Je ne pense pas en avoir eu, mais je sais que pendant l'adolescence, c'est une phase qui est assez compliquée pour une jeune fille. On a tout le temps envie d'être bien mince. Bon, déjà, moi, je n'avais pas ce problème-là parce qu'on m'appelait... T'étais très fine, on t'appelait comment déjà? Fil de fer, non? Fil de fer, baguette, pain libanais, j'avais toutes sortes de prénoms, brindilles de balai, tout ça. Wow. Mais c'est vrai qu'à l'adolescence, on a envie d'avoir le ventre plat, donc on se prive parfois de manger. Et même quand on se regarde, on sait que bon, normalement ça va, mais on est persuadé qu'il y a encore un peu de graisse qu'il faut perdre à droite à gauche. Donc, je pense que c'est un problème qui concerne beaucoup de jeunes femmes. En particulier, je ne sais pas trop pour les hommes, mais je sais que les femmes sont beaucoup sujettes à ces problèmes-là. Ouais. Toi, Mélissa? Moi, je pense pareil, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Tout le monde peut avoir ce problème-là. Problème d'image? Oui. Et généralement, c'est des personnes qui ne sont pas à l'aise avec leur morphologie, leur forme, leur corps et tout ça, qui ne sont vraiment pas satisfaites de ce qu'elles voient. Voilà. Ça arrive à tout le monde. Ce ne sont pas des choses de blanc, moi, je pense. Alors, exactement, je suis d'accord avec toi, parce que les choses évoluent et qu'on est quand même influencé maintenant avec la société de communication, par tout ce qu'on voit ailleurs, finalement, qu'on importe. Et puis aussi aujourd'hui, on est tellement une société portée sur l'image et un peu le corps parfait, que je pense que ça a encore plus de ramifications sur notre image de soi. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faudra qu'on fasse peut-être la distinction entre... un petit rapport conflictuel avec son corps et le véritable trouble alimentaire qui peut aller jusqu'à des problèmes très graves. C'est-à-dire qu'un trouble alimentaire, ça peut entraîner pour certaines personnes la mort. L'anorexie, quand elle est grave et quand elle est sévère, elle peut entraîner justement la mort. Et donc, il y a vraiment une distinction à faire entre les personnes qui sont malades, qui ont réel problème avec leur alimentation et celles qui ont un problème d'image qui est peut-être plus facile à régler avec peut-être un suivi psychologique également. Quoi qu'il en soit, je pense que la question n'est pas claire pour tout le monde et c'est pourquoi aujourd'hui dans la partie place publique, on vous la pose. Que savez-vous finalement des troubles du comportement alimentaire? On va écouter vos réponses. Bon, comme je peux séparer les mots. Trouble veut dire un dysfonctionnement quelque part. Alimentaire veut dire au niveau des aliments. Donc pour moi, un trouble alimentaire serait, en fait je le dis parce que je ne suis pas médecin, serait un dysfonctionnement au niveau de choses qu'on appelle au niveau de l'alimentation. Le trouble alimentaire, je pense que c'est le fait de ne pas manger équilibré. C'est le fait de sûrement mettre peut-être d'espace entre les alimentations. Par exemple, il y a d'autres aussi qui ne mangent pas bien. Donc je pense que ça fait partie aussi du contexte. Alors, pour moi, un trouble alimentaire, d'abord comme ça, le nom l'indique, pour moi, c'est lorsqu'on mange et que après avoir consommé un certain nombre de nourriture, on se retrouve avec des problèmes gastriques. Et puis, bon, voilà, c'est comme ça que je vois cette expression. Un trouble alimentaire, pour moi, c'est un mélange d'aliments que l'on consomme sans modération.
et cela peut aboutir à une indigestion. Lorsque j'entends trouble alimentaire, je pense déjà à ne pas manger sain. Lorsqu'on ne mange pas sain. Voilà, c'est ça. Bon, vous avez vu, les filles, c'est pas clair. Hein. Non, pas du tout clair. On parle d'indigestion et... Oui. Ouais, je pense que les gens ne sont pas forcément... Peut-être qu'ils savent que c'est des problèmes qui existent, mais ils n'ont pas forcément les noms. Pour parler d'anorexie, pour parler de boulimie, etc. Donc, voilà. Oui, en fait, c'est ça. Et c'est qu'il faut vraiment éclaircir parce qu'après, c'est des définitions qui sont là. On peut savoir que quelqu'un a des problèmes par rapport à son alimentation et pas savoir quel terme associé à cela. Exactement. Alors, effectivement, ça n'a absolument rien à voir avec des problèmes de digestion. C'est surtout un rapport à la nourriture qui est malsain. C'est un rapport à la nourriture qui est malsain. Et je le disais tout à l'heure en introduction, c'est le fait d'avoir un rapport à son alimentation qui n'est pas naturel, qui est trop réfléchi. Peut-être que la personne lambda, quand elle doit manger, elle pense juste au fait qu'elle a envie de manger ci ou ça, ou manger sain. Quelqu'un qui souffre d'un trouble alimentaire particulier, c'est une source d'angoisse. C'est-à-dire qu'avant de manger, on est en angoisse, on est en crise de panique. Parfois, on saute des repas justement parce que ça occasionne toutes sortes de stress. Et donc, c'est ça la différence, c'est que ça n'a rien de simple et de naturel comme pour beaucoup de personnes. Alors, comme d'habitude, les filles, on va en parler avec un invité où aujourd'hui, nous avons un coach nutritionniste et guide de l'alimentation moderne thérapeutique. Monsieur Oriance Boisard qui va nous rejoindre tout de suite en plateau. Bonjour. Bonjour. Bonjour, mesdames. Comment ça va? Super bien. Et vous? Ça va, merci. Alors, juste pour qu'on comprenne bien, parce que vous avez un titre finalement assez long et pas forcément clair pour tout le monde. Vous êtes guide de l'alimentation moderne thérapeutique et coach nutritionniste. C'est quoi exactement ce métier? Un guide de l'alimentation thérapeutique moderne, c'est celui qui entre en ligne de compte avec tout l'aspect de l'être humain, sur le plan physiologique, physique, spirituel et aussi biologique. Donc, il touche à toutes ces parties du corps humain. D'accord. Donc, lors d'une consultation, vous allez voir qu'il touche à ces parties bien précises. Donc, quand tu viendras pour un problème lié, par exemple, au surpoids, automatiquement, il va t'emmener au-delà de ça. Qu'est-ce qui crée réellement le surpoids? D'accord. Mais on vient quand même vous consulter pour des problèmes liés à l'alimentation. Oui, évidemment. Parce que vous travaillez sur tout ce qui est domaine de la nutrition. Ce côté-ci, on rentre dans le côté coach nutritionnel maintenant. D'accord. Et là, nous touchons maintenant au coaching réellement de la nutrition. Sur quelle base et comment ça se fait. Donc, au travail d'un diagnostic, avec la consultation, on essaie de voir vraiment à quel niveau le problème y est. D'accord. Donc, avec la consultation, on essaie de trouver le point. Quel est le point majeur, quel est le point qui a créé ce problème. Donc là, nous entrons directement... Vous allez dans les causes. Oui, on rentre dans les codes, tout simplement. D'accord. Alors aujourd'hui, Monsieur Boisard, on va parler donc des troubles du comportement alimentaire. Vous avez dû l'entendre quand vous étiez en coulisses dans ce micro-trottoir qu'on vient de diffuser. C'est pas très clair pour tout le monde ce que c'est qu'un trouble alimentaire. Alors il aurait fallu idéalement avoir un médecin ainsi qu'un psychologue pour aborder ce sujet de façon holistique. Malheureusement, nous n'en avons pas avec nous, question de disponibilité. Mais avec vous, on aimerait quand même toucher du doigt déjà la définition même d'un trouble du comportement alimentaire. D'accord. Je serais très content vraiment s'il y avait sur le plateau un psychologue et ensuite un médecin traitant. Mais il faudrait comprendre que le trouble, pour ne pas dire le trouble, mais les troubles, parce que ce n'est pas un trouble, il y en a plusieurs. Donc les troubles de comportement alimentaire se présentent souvent sous plusieurs formes. Avec aujourd'hui le modernisme dans lequel nous sommes, on peut trouver des gens qui sont en train de manger en quantité sans toutefois même se rappeler qu'ils ont faim. Donc on peut trouver ces personnes qui mangent en quantité de normes qui dépassent la norme. Et on verra que ces personnes iront directement vers ce qu'on appelle le surpoids. D'accord. On peut présenter ces personnes dans ce sens-là. Je ne vais pas toucher les thèmes techniques pour ne pas trop emmerder toutes les personnes qui nous écoutent. Mais je vais quand même donner quelques thèmes techniques. Et on a d'autres personnes dans les troubles alimentaires, des personnes qui n'ont pratiquement pas, lorsqu'ils mangent automatiquement, ils commencent à vomir, ils essaient de pouvoir rendre. On peut parler d'une personne anorexique dans ce point. Donc, c'est quelqu'un qui mange et il se voit tellement gros, il pense qu'il est gros. En fait, c'est un problème psychologique que cette personne a de lui-même, l'estime de soi. Donc, cette personne se retrouve à dire « mais je ne suis pas bien, je ne suis pas bien, je ne suis pas bien ». Donc, automatiquement, lorsqu'il mange, il essaie de pouvoir faire ressortir. Vous allez retrouver aussi d'autres personnes qui sont dans un élément où ces personnes mangent
mange assez au point de se faire mal à l'estomac, tout ce qui est abdominal, trop. Et tu trouveras encore d'autres personnes qui mangent, mais ils se cachent des personnes. Vous allez voir, ces personnes ont mis quelque part dans les placards, ils ont mis des petites choses, voilà, tout simplement pour manger, parce que vu du monde, ils ont ce jugement pour dire, oh, qu'est-ce que tu fais? Et tout ça. Donc, voici réellement les troubles alimentaires comportementaux, oui. Alors, vous avez parlé de poids, mais si je comprends bien, et d'après mes recherches, en fait, le poids n'est pas forcément une conséquence directe de toutes ces formes de troubles alimentaires qu'on peut voir. En réalité, on peut avoir un trouble alimentaire et que ce ne soit pas forcément visible. C'est-à-dire, on peut être mince, ou avoir un poids normal, considéré comme normal, et pour autant avoir un trouble du comportement alimentaire, n'est-ce pas? Oui, évidemment. Faudrait comprendre une chose, c'est que lorsqu'on parle de troubles et on parle d'alimentaire, on parle d'aliments, alimentation, faudrait que les gens essaient de mettre vraiment une différence. Est-ce que c'est l'aliment qui est réellement troublé ou qui est un trouble? Est-ce que l'aliment en lui-même est un trouble? Il faut comprendre maintenant, est-ce que c'est quel aliment? Qu'est-ce qu'on entend par aliment? L'aliment lui-même n'est pas troublé. Maintenant, si on considère que l'aliment n'est pas troublé, je vais en venir à l'aliment, mais le trouble déjà, il faut le comprendre sous quelle forme. Le trouble à quel niveau alors? Le trouble à notre niveau à nous. Donc, si nous considérons que trouble alimentaire, nous ne touchons pas vraiment à ce qui est aliment, parce que l'alimentation en tant que telle ne peut pas créer des troubles. Nous allons remonter plus loin, nous allons voir que les troubles, effectivement, ça peut être dans le côté physiologique et psychologique. D'accord. OK. Alors justement, en termes de cause de troubles alimentaires, c'est toujours psychologique Oui, en termes de cause, on peut l'aborder ainsi. En termes de cause, on peut l'aborder ainsi. On peut présenter les deux étapes. D'accord? On a évidemment la partie alimentaire qui peut intervenir, mais il vient en second plan. Mais déjà, la première des choses, c'est de savoir que c'est comment est-ce que la personne se tient dans l'environnement, la culture, les relations familiales autour de lui. C'est tout cet environnement qui crée les troubles de l'alimentation comportementale. D'accord. Mais à quel moment une personne peut se dire d'elle-même qu'elle a un problème avec son alimentation? Là, maintenant, faudrait avec un bon diagnostic, c'est-à-dire, là, c'est pas encore clair, parce que c'est de savoir est-ce que la personne sera anorexique ou bien cette personne fera de la boulimie ou cette personne... Là, c'est si elle va en consultation. Mais je veux dire, une personne qui est chez elle et qui peut-être mange beaucoup, énormément, ou ne mange pas du tout, n'a pas d'appétit. Est-ce que cette personne-là peut se dire « j'ai un trouble de l'alimentation » C'est cette prise de conscience immédiate n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas possible parce qu'on n'en parle pas au fait. On n'en parle pas et je suis très content aujourd'hui que vous présentez cet aspect-là. On n'en parle pas, donc ce n'est pas adapté, c'est pas clair pour tout le monde. Évidemment, il y a plusieurs personnes qui ont ce problème-là. On peut parler de troubles. Je dirais du TCA. Donc le TCA, on peut parler directement du TCA simplement quand la personne a déjà l'estime de soi n'est pas à ce pressentiment. Je me sens pas bien. Je sais que je vais pas bien. Et on ne voit pas la grosseur, on ne voit pas le poids, mais la personne se dit, je suis pas bien dans ma peau, je suis pas à l'aise, je me sens pas bien. Donc, ces pressentiments déjà commencent à venir. Et d'autres directement vont se mettre à bouffer assez en quantité. Évidemment, on peut parler de troubles. Vous allez voir aussi, la personne sera aussi, il va s'éloigner de tout ce qui est social, de tout ce qui est social. Il se mettra en retrait. Il se mettra en retrait et nous allons voir aussi même dans le comportement, c'est-à-dire l'attitude. Vous allez voir que cette personne est colérique souvent, à tous ces genres de choses. Donc, on verra qu'il y a un trouble qui se met au fait au-devant de nous. Oui, qui dépasse donc le fait de manger de manière malsaine. Oui. Alors, on dit souvent, ou on entend souvent dire dans nos pays que les troubles du comportement alimentaire, que ce soit l'anorexie, surtout l'anorexie, mais aussi la boulimie, finalement, ça n'arrive qu'aux Blancs, parce que c'est les Blancs qui veulent absolument avoir ce physique très, très longiligne, très mince, que chez nous, on a quand même un peu plus de tolérance pour toutes les morphologies, tous les types de corps, et que ce n'est pas réellement un problème qui existe dans nos pays. Qu'est-ce que vous répondez à ces... Je vais répondre. Mais le problème de trouble, c'est tout le monde. D'accord. Voilà. Chez nous aussi. C'est chez nous aussi. En Côte d'Ivoire aussi. En Côte d'Ivoire aussi. C'est chez nous.
c'est vrai que je suis de l'autre côté, mais ça ne voudrait pas dire que ici les gens n'ont pas de troubles. Non, ce n'est pas possible. Parce que je donne juste un exemple. Vous allez voir une fillette de 8 ans ou de 7 ans, d'accord? Supposons 7 ans. Et lorsque sa mère part au travail et elle est avec la bonne fille de la maison et on lui dit de manger quelque chose, elle refuse de manger. Elle refuse de prendre son déjeuner, son petit déjeuner et son dîner souvent. Et à la place de son dîner, juste un petit truc juste pour se satisfaire. Une fois, 2 fois, une semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois, on verra évidemment que l'enfant commence à maigrir de tous les côtés. On sent déjà sur le côté physique, le côté très fin, jusqu'à ce que l'enfant soit squelettique. On remarque que ça devient très sévère. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? Si les parents ont vraiment la notion qu'il faut, ils peuvent alors aller vers un psychologue ou un psychiatre ou un médecin traitant, ou soit un diététicien ou un nutritionniste. Mais si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui va se passer? Mais l'enfant va perdre, et l'enfant aura ce que j'appelle aujourd'hui l'estime de soi. Elle va se sentir vraiment parmi ses amis à l'école. Ils vont la traiter de « mais t'es trop fine, mais tu es un fil ». Vous comprenez? Et c'est dans ce sens-ci, évidemment que les troubles, ça touche tout le monde. On ne remarque pas et on a l'impression, on a ce langage-là qui dit, c'est-à-dire ce langage qui dit « non, elle n'aime pas manger ». Vous comprenez? Oui, lorsqu'une personne, voilà, lorsqu'on entend en Afrique ici, elle n'aime pas manger, on se dit, oui, elle n'aime pas manger. C'est pas bien grave. Elle n'aime pas manger, elle aime de la loco, par exemple. C'est vraiment... Est-ce que vous êtes en train de dire que du coup, quand on voit un enfant commencer à se comporter comme ça, il faut s'alarmer parce que ça peut... Moi, j'ai commencé à me poser des questions. Ça veut dire que ça peut laisser présager un futur trouble du comportement alimentaire? Oui, bien évidemment. Il faut vraiment... Parce que c'est très, je dirais, il y a une répercussion qui est tellement évidente. Elle perturbe même. Elle perturbe. Donc, vous allez avoir que même, je dirais, les neurotransmetteurs, l'acétylcholine, le GABA, la sérotonine, la dopamine, vous allez voir qu'il y a un problème majeur. Il y aura un dysfonctionnement au niveau du cerveau, du système nerveux. Il y aura un dysfonctionnement aussi de la flore intestinale. Donc, ça va être très grave, un impact. Et pour finir, on va sortir quelque part. On aura peut-être la porosité intestinale qui va sortir. Pour finir, cette personne aura des problèmes à un niveau. Donc, vous allez voir que vous allez quitter directement chez le psychologue, vous allez descendre chez le psychiatre, vous allez descendre chez le médecin traitant, et pour finir, vous allez descendre chez le nutritionniste ou le diététicien. Pour finir, vous allez vous retrouver où? Oui, mais alors qu'est-ce qui fait qu'une enfant aussi jeune ou un enfant aussi jeune ne veut pas s'alimenter, en fait? Je vais prendre mon exemple. Quand j'étais très jeune, 4-5 ans, je ne mangeais pas. Moi, pour manger, il y avait la chicotte. Oui, mais ça, c'est que je mange. Mais c'est un trouble. Mais voilà, je veux dire, qui aiment pas manger. À partir de 7-8 ans, j'ai recommencé à manger normalement. Donc ça peut arriver à un enfant de ne pas aimer manger et puis de manger plus tard. Donc à quel moment est-ce qu'on fait la distinction? Il faut faire la distinction au moment où l'enfant, quand vous observez votre enfant, l'enfant a l'estime de soi qui est défavorable. C'est-à-dire où l'enfant, vous remarquez, l'enfant commence à avoir des troubles, comme l'anémie qui va se présenter. Il est anémié parfois, il est anémié. L'anémie, c'est la suite logique au fait que l'enfant ne mange pas. Tout simplement. Donc, vous allez voir que l'enfant ne mange pas, vous allez voir que l'enfant commence à sécher. Quand vous allez remarquer, l'enfant aura des petits bobos qui vont commencer à se produire. En fait, la question qu'on se pose, c'est est-ce que vous dites que quand l'alimentation n'est pas bonne ou est insuffisante pendant très longtemps et que du coup ça a des répercussions physiques, ça veut dire qu'on est dans un trouble du comportement alimentaire? Oui, ça peut se présenter effectivement sous cette forme. Comme son exemple, bien évidemment, c'est que les parents ont un challenge, c'est-à-dire l'atmosphère des parents. On prend la chicotte, mais après l'enfant commence à manger. C'est tout un challenge. C'est pour vous faire savoir que vraiment, le vrai problème des troubles comportementaux, le TCA, n'est pas lié forcément à l'alimentation dans un premier temps. Oui, mais c'est plus lié d'abord avant. Donc vraiment, tout l'environnement de cette personne, cette culture, pour ne pas rentrer dans tout ce qui est hétéroclite, mais nous allons voir vraiment, parce que quand on sait que quelqu'un est dans ce contexte-là, il ne respecte pas les normes. Vous allez comprendre. Donc, si réellement il est dans cette bonne atmosphère avec sa famille, évidemment, l'enfant pourra grandir comme il faut et manger comme il faut. Et aussi, par rapport à l'excès de table que nous voyons, avec le côté, on peut parler de boulimie, etc. Voilà, cette personne qui mange en quantité, et prend des molécules, et prend des protéines, etc. pour juste être comme ça, parce que c'est encore l'estime de soi. Je suis trop maigre. D'accord. Mais moi,
On va continuer à discuter dans quelques instants. Je suis désolée de vous couper, mais il faut qu'on parte en pub. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau des Femmes d'ici sur la nouvelle chaîne ivoirienne Les Femmes d'ici. Je vous rappelle que c'est du lundi au vendredi dès 13h05 sur NCI. C'est donc le numéro 4 de la TNT et 204 du bouquet Canal. Nous sommes en compagnie d'Oriance Boisard, nutritionniste ou plutôt coach nutritionniste et guide de l'alimentation moderne thérapeutique. Et nous parlons aujourd'hui donc de troubles du comportement alimentaire. Juste avant de partir en pub, vous nous expliquiez donc qu'un enfant peut commencer à développer donc ce type de comportement malsain vis-à-vis de l'alimentation. Et on se demandait réellement quand est-ce qu'on sait que justement ce rapport à la nourriture malsain peut être signe de quelque chose de plus grave. Et donc un réel trouble du comportement alimentaire. Parce qu'effectivement, comme le disait Dija, il y a des enfants qui n'aiment pas manger, c'est pas forcément la fin du monde. Enfin, c'est vrai, je veux dire, ça dure quelque temps et après ça passe. On connaît beaucoup, je pense que je connais plus d'enfants qui n'aiment pas manger, ou pas manger ce qu'on leur donne. Que l'inverse. Donc, comment est-ce qu'on sait que c'est pas passager, que ça va être plus compliqué, plus complexe et plus profond? Mais c'est ce que je vais essayer encore de mieux expliquer parce que ce n'est pas forcément évident de le palper tout d'un coup. D'accord. Mais je vous dis clairement que lorsque l'enfant commence à développer vraiment une estime de lui, qui est vraiment pas bien, ça c'est pour commencer déjà, pour voir. Donc la deuxième chose, voilà, une petite estime. La deuxième chose, c'est que lorsque l'enfant ne se porte pas bien, il commence à faire ressortir des sentiments internes. Il vous dit que je me sens pas très bien. Je sais pas, mais dans ma peau, à l'intérieur de moi. Et aussi, la présentation se fera pour une personne anorexique. On verra que, effectivement, cette personne est tellement maigre au point où ça se présente dans le cas où l'enfant devient anémique. Vous comprenez? Oui. Donc, quand c'est comme ça, on remarque souvent les gens tombent. Et il peut être là, il tombe en 5 ans, ou il tombe malade. Et voilà, c'est répétitif. Nous sommes en train de voir cette partie qui est répétitive de cette personne. Et on va demander, mais qu'est-ce qui se passe avec l'enfant? Et on va essayer maintenant d'aller voir au plus profond. Est-ce que c'est pas un trouble du comportement, du TCA? Mais là, c'est le cas d'un enfant. Ça veut dire que ça, c'est peut-être la maladie est arrivé très tôt. Oui. Mais il peut arriver qu'un enfant ait une croissance normale et puis au bout de l'adolescence ou même à l'âge adulte, la maladie apparaît. Là, maintenant, cet enfant qui grandit dans l'environnement, il faudrait comprendre une chose, il y a aussi l'environnement qui est lié. D'accord. C'est vrai que l'enfant peut grandir, il peut croître, il peut grandir, il mange tout ce qui est autour de lui, il a la culture que vous avez, il mange tout ce qui est autour de vous, c'est-à-dire, d'accord. Mais lorsque cette maladie se présente, ça sous-entend que cette partie de l'enfant a été pas vraiment attentionnée par les parents. D'accord. Donc, c'est des problèmes qui viennent de l'enfance qui viennent de l'enfance et qui se ressurgissent plus tard. Parce qu'on ne peut pas forcément tout d'un coup voir une personne qui est boulimique ou une personne qui est anorexique. Tout d'un coup, ça prend du temps. C'est le temps, ça prend du temps parce que... Donc, vous dites que même à l'âge adulte, la source de la maladie, c'est dans l'enfance. Oui, c'est dans l'enfance. Tout se prépare de là. C'est dans l'enfance. Donc il n'y a pas des causes qui n'ont rien à voir avec la façon dont on a été éduqué ou le rapport qu'on a avec ses parents ou son enfance, justement. Il n'y a pas d'autres causes qui sont externes à tout cela? Si, on peut parler de tout. C'est-à-dire le premier point, c'est que l'environnement et la relation avec l'enfant, etc., jouent un rôle très important. Puisque nous parlons d'un thème qui touche au côté psychologue, qui touche au côté psychologique, physiologique, d'accord? Mais lorsque ça entre dans le côté biologique, j'interviens. Le côté biologique, automatiquement. C'est-à-dire, là, on va checker maintenant l'alimentation de l'enfant. Mais pour dire, c'est-à-dire, lorsque je parle d'alimentation, l'alimentation en tant que telle, comme on a remarqué, les gens se disent, c'est vrai, manger à des heures qu'il faut, ne pas manger trop, diminuer ses repas, c'est ce qu'on donne comme généralité le plus souvent. Vous comprenez? C'est ce qu'on donne le plus souvent comme généralité. Mais comme je vous ai fait savoir, est-ce que l'aliment réellement est troublé? Parce que l'aliment en lui-même, quand tu le prends dans sa composition normale, dans le hal, il y a le hal qui ressort et il y a le mot qui se présente. On voit le hal qui se présente dans le domaine Asie, arabe ou hébraïque. Le hal signifie... Excusez-moi, là, je suis complètement perdue. On ne va pas parler de l'aliment... Je vais vous... Moi, parce que, en fait... Excusez-moi, je vais vous couper. Parce qu'on va parler de l'aliment...
on comprend bien que c'est pas un aliment ou c'est pas un concombre qui pose problème, on est d'accord. donc plus sérieusement, c'est une question d'alimentation, on est d'accord. Oui. Donc bon, sur les causes, vous nous dites que c'est surtout environnemental, on va en rester là. Maintenant, dites-nous quand vous intervenez par exemple face à une personne qui justement a des troubles du comportement alimentaire et qui a besoin d'aide, comment est-ce qu'on arrive à surmonter cela ? D'accord. Pour répondre déjà d'abord à ça, je vais juste ajouter quelque chose. C'est-à-dire, pour une personne qui est lorsqu'on parle qu'on appelle ça la boulimie, etc., et cette grosseur qui est là de cette personne qui mange en quantité et tout ça. Encore une fois, on peut être mince et être boulimique. C'est pas forcément trop. Voilà, c'est pas forcément. Oui, c'est pas forcément. C'est juste manger en quantité extrême. Il faut être précis. Voilà, manger en quantité extrême. Mais vous verrez encore, comme je dis, effectivement, c'est tout part du côté psychologique. Tout part du côté psychologique. La nourriture, évidemment, peut apporter aussi un changement radical. J'interviens dans quel contexte? J'interviens dans le contexte où, après consultation, vous allez comprendre, la consultation est la seule entrée principale par laquelle on peut différencier réellement le problème. Une fois que je touche le problème, que je vois que ce problème est au niveau soit psychologique ou émotionnel de la personne ou alimentaire, dans ce sens, j'entre en ligne de compte. Bon, allons-y directement sur le côté où j'entre en ligne de compte. Je vais voir l'alimentation moderne, c'est-à-dire le rééquilibrage, le mode de vie intégral de cette personne. Et c'est alors, on va mettre les éléments qu'il faut, puisque c'est un trouble psychologique. Donc, les éléments qui touchent et qui vont régénérer toutes ces parties psychologiques de cette personne vont être en ligne de compte et vont être en prescription. Donc, vous n'allez pas du tout orienter cette personne vers un psychologue, par exemple? C'est obligé, parce que c'est l'ensemble, au fait. Sur les troubles alimentaires, c'est l'ensemble il y a le médecin traitant, il y a le côté psychiatre, il y a le côté psychologique, et il y a le côté, et maintenant, avec le diététicien ou le coach nutritionniste. Donc, c'est un ensemble. Vous travaillez ensemble. Effectivement, en amont. Donc, évidemment, il part de l'autre côté. En amont, en aval. Il vient, il vient chez moi, ensuite, pour avoir une suivi optimale. D'accord. Ok. Et alors, donc, disons que j'ai un problème d'anorexie qui est profond, j'arrive pas à m'en sortir, vous allez faire quoi concrètement? Je vais venir vous voir et vous allez me dire voilà ce qu'il faut manger, voilà ce qu'il faut manger. Comment ça se passe, je veux dire, au niveau du coach nutritionniste? D'accord, dès que je fais la consultation et que je vois que le problème je sais que c'est un truc. Voilà, on a diagnostiqué l'anorexie. On a diagnostiqué automatiquement, vous allez faire un bilan de sang. D'accord. Chez un biologiste. D'accord. C'est comme ça que je procède. Vous faites un bilan de sang. Et le biologiste, lorsqu'il vous donne effectivement tout ce qu'il vous faut, vous revenez à moi. Après, évidemment, vous êtes parti chez le psychologue, etc. Il vous a donné des éléments bien... C'est le psychologue qui va vous amener vers moi. Mais c'est vrai que vous n'allez pas avoir automatiquement l'instinct de penser au psychologue. D'accord. C'est pas possible au psychiatre, c'est pas possible. Parce que souvent, ça sonne péjoratif chez certaines personnes. Bien sûr. Quand on dit, tu es MC, tu veux dire que je suis pas trop bien dans la tête. Oui. Non, il y a des a priori. Ça n'a vraiment pas, ça n'a rien à voir. Ça aussi, c'est à expliquer. Donc, lorsque vous allez là-bas et vous venez chez moi, je vais maintenant vous apprendre effectivement comment vous alimenter pour remettre en ordre le trouble qui est en vous. Tout simplement. Et il y a des aliments pour ça. Et moi, en tant que guide, oui, il y a des aliments pour changer le comportement. Je vous donne l'exemple juste avec les larves des abeilles. Vous voyez, les larves des abeilles, elles sont de manière génétique normale. Tout est parfait. C'est-à-dire, elles n'ont pas de gènes différents. Toutes les larves d'abeilles ont la même génétique. D'accord? Et lorsque une des abeilles est nourrie avec une nourriture qu'on appelle la gelée royale, vous allez voir que cette abeille deviendra automatiquement une reine. Elle va pondre des œufs, elle va durer longtemps que les autres abeilles. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Nous voyons que l'abeille, la gène des abeilles, c'est-à-dire les cellules de l'abeille ont été mitigées ou fitigées, vous allez remarquer. Donc, c'est tout simplement ça qui se produit. Donc, l'alimentation a fait quelque chose de très important ici, a apporté une clarification tel qu'il est avec les troubles. Donc, on peut le faire et je le fais. D'accord. Donc, vous allez juste prescrire un certain type d'aliments pour pouvoir aider justement à changer un petit peu les choses au sein de cette... J'ajoute, même quand je le prescris, il y a le côté suivi qui entre en ligne de compte, où on t'apprend à cuisiner tes propres plats, on t'apprend ensuite aussi à faire des cours en cuisine, mais on t'apprend toutes les combinaisons, parce qu'il y a les bonnes et les mauvaises combinaisons qui peuvent se présenter et qui ont aussi un problème sur les troubles aussi. Et ça a un impact sur le corps et la tête. Merci beaucoup.
Oriance Boisard d'avoir été avec nous. Je pense que ce sujet, on pourrait continuer à en parler, bien sûr avec d'autres personnes ressources comme des médecins traitants ainsi que des psychologues. Donc on aura peut-être l'occasion de le faire dans une prochaine émission. Merci à vous de rester avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour la suite. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau des Femmes d'ici. Les Femmes d'ici, je vous le dis encore, je vous le répète, c'est tous les jours du lundi au vendredi dès 13h05 sur la nouvelle chaîne ivoirienne numéro 4 de la TNT et 204 du bouquet Canal. Si vous aimez les séries télé et Netflix, vous allez apprécier la chronique de Didja. C'est la Minute Culture tout de suite. Alors oui, et si aujourd'hui on parle de séries, pour moi c'est le top des séries à regarder sur Netflix, bien sûr en tant que sérivore, je pense que mon avis d'experte compte. Et moi je le suis aussi, donc ça me plaît beaucoup ce thème. Voilà. Toi aussi tes séries? Pas très série, mais bon. Série. Bon, je vais te convertir. T'es ouverte, on va te convertir. Donc on va parler, la première série c'est Vikings. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé. Pas vu moi, mais j'en ai entendu parler. D'accord. Alors Vikings, c'est une série qui se passe en Scandinavie. À la fin du 8e siècle, donc c'est un soldat qui s'appelle Ragnar Lodbrok. Je pense que vous avez déjà entendu ce challenge qui veut être roi. Voilà. C'est ça qu'on voit sur TikTok. Exactement, ça part de ça. C'est un guerrier qui a une petite famille, qui a une ferme et tout ça, et qui est fatigué en fait de cette vie de fermier-là, qui veut lui explorer d'autres terres. Il faut savoir qu'à cette époque-là, leur dieu ne correspondent pas aux dieux que nous prions aujourd'hui. Et donc, ils vont rencontrer sur leur route des chrétiens, ils vont les combattre. C'est vraiment une histoire très palpitante, c'est gore, c'est violent, c'est très violent. Donc, le jeune public, je déconseillerais cette série-là. Mais en tout cas, si vous aimez ce type d'aventure à la... comment ça s'appelle déjà? Game of Thrones, voilà, ce type d'aventure-là, c'est vraiment... la série qu'il vous faut absolument voir. Et il y a combien de saisons? 6 saisons. 6, donc il y a pas mal de... Mais je vous rassure, quand vous allez commencer. Toi, tu l'as regardé en combien de temps? Je viens de finir la 6e saison parce qu'elle est sortie il y a pas longtemps. Alors, tu regardes depuis le début? Je regarde depuis le début. Les 5 premières saisons, je pense que je les ai terminées en moins de 3 semaines, je pense. Ouais. Ça a été très, très rapide. C'est rivore, quoi. Exactement. Donc, Ragnar, voilà, il va mourir. Bien sûr, il y aura ses enfants qui vont s'entretuer eux aussi, parce que voilà, tout le monde veut être roi, tout le monde veut diriger, tout le monde sent l'héritage du père en lui. Donc, chacun veut montrer que... Et franchement, c'est une série qui vaut le détour. D'accord. Voilà. OK. C'est noté. Donc, Mélissa, je t'invite à... Par contre, moi, je l'ai commencé, mais je n'ai pas pu terminer. Il faut. Il y avait trop d'hommes dedans. Donc... tu veux une série avec des femmes, c'est ça? Plus de femmes. Oui. Non, mais il y a Lagertha, la guerrière au bouclier. Il y avait trop de personnes dans le film. Ah ouais. Il y a trop de personnages. Il y a trop de personnages. C'est vrai que ça peut embrouiller un peu, mais il faut rester concentré. Voilà. Et ensuite, on parle de Black Mirror. Ah, là, tu vois, tu as parlé. Ça, c'est ma série qui est là. Alors, c'est une série qui, moi, m'a bouleversée. Bouleversée dans le sens où les épisodes ne sont pas liés, mais ils ont un point commun qui est la technologie. D'accord. Et qui explique, en fait, comment est-ce que la technologie peut modifier nos comportements. Et vraiment, vraiment, il faut regarder cette série-là. Il y a un épisode en particulier que je vous recommande, c'est le premier épisode de la saison 3. Et vu que c'est pas lié, vous avez le choix. Vous pouvez commencer par n'importe quelle saison et n'importe quel épisode. Faut juste noter que ça va vous faire un choc. En fait, t'as pas envie de trop en dire. J'ai pas envie de trop en dire, mais en même temps, j'ai envie de leur dire, allez voir cette série-là, parce que c'est... Moi, le premier épisode que j'ai regardé, franchement, pendant 4 jours... T'étais oui. J'étais en train de réfléchir, en train de me dire, mais en fait, c'est dans ce monde-là qu'on va vivre. Complètement. Parce qu'il suffit que quelqu'un se lève aujourd'hui, décide de créer telle application, et on est tous dans la merde, en fait. Exactement. Non, mais je suis absolument... Moi, c'est pareil, je suis une grande fan de Black Mirror depuis la première saison. Je les ai tous regardés, je les ai avalés en
Enfin, tu vois, une saison sort, je la regarde en entier. En entier. Une journée. Et après, je dirais peut-être un petit astérisque, c'est que quand on regarde Black Mirror, il faut savoir que ça, effectivement, ça vous fait réfléchir. Oui. Parfois, c'est assez dark, assez noir, comme dépiction du futur et d'un futur peut-être même proche. Très proche, donc, il ne faut peut-être dire. pas les enchaîner. Moi, personnellement, j'ai le... Oui, il faut regarder ça, il faut regarder Viking. Voilà. Il faut peut-être mélanger avec des choses un peu plus gaies, plus légères. Moi, je le fais sans problème parce que j'aime bien les choses un petit peu comme ça. Mais honnêtement, ça fait réfléchir. Mais c'est vrai que si vous êtes très sensible et que la question de l'humanité vous touche particulièrement, ça va être dur de regarder. Ouais. Parce qu'on voit toutes les dérives qu'il y a aujourd'hui avec les nouvelles technologies. Donc, imaginez ce qu'on vit là, fois 1000. C'est ça. Voilà, c'est exactement ça. Mon épisode préféré s'appelle Nosedive. C'est exactement ça, le premier épisode. C'est un petit peu... Enfin, pour ceux qui sont des fans des réseaux sociaux et de Instagram en particulier, ça va vous parler. Ça va vous parler. Voilà, la course au like, aux bonnes notes sur Internet. Dès que je sors d'ici, tu vas regarder ça. Tu vas regarder cet épisode-là. Très bien. Et puis enfin, voilà, si vous aimez les documentaires sur les cartels de drogue et tout ça, c'est une série qui va absolument vous intéresser. Ça s'appelle Queen of Sauce. C'est sorti il y a un petit moment quand même. Mais vraiment, c'est l'histoire... Je connais. C'est l'histoire de Teresa Mendoza, qui est donc la petite amie d'un chef de cartel, qui va voir sa vie basculer le jour où ils vont assassiner et qu'ils vont se mettre à sa poursuite aussi. Donc, elle va être engagée pour travailler pour un cartel. Elle va être une mule, donc c'est elle qui va transporter la drogue à l'intérieur de son organisme. Et elle va le faire tellement bien qu'ils vont se dire, mais celle-là, en fait, c'est une pépite. Sauf que, très intelligente qu'elle est, elle va prendre la tête de ce cartel-là et devenir vraiment la queen des cartels de drogue. Et c'est une série qui, moi, m'a tellement touchée. Je ne sais pas si c'est le côté girl power qui m'a... C'est ça, je crois. Parce qu'en fait, on ne voit pas de chef de cartel. C'est de la bombe. C'est tous des hommes, de grands machos et tout ça. Et la petite arrive, elle a 23 ans. Elle tue le game, elle plie tout le monde et puis voilà, elle met tout le monde d'accord. Donc, combien de saisons déjà Alors, cette série, il y a 5 saisons. D'accord. Il y a 5 saisons. Et facile, on les enchaîne assez rapidement. Mais après, c'est bien parce que du coup, on offre là aujourd'hui aux téléspectateurs des séries. En plus, c'est les vacances. Voilà, c'est les vacances scolaires vont commencer que ce soit pour les élèves que pour les parents. Peut-être qu'il y aura un peu plus de temps à la maison. Vous avez beaucoup de contenu à regarder. Exactement. Vraiment, exactement. Et je tiens à dire que moi, le premier épisode de cette série m'a failli faire abandonner. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, tiens, bon, regarde le deuxième épisode. Et quand j'ai commencé le deuxième épisode, j'ai dit, j'ai trouvé quelque chose. Mais après, il y a des séries comme ça. Donc, il ne faut jamais se fier. Voilà, il faut persévérer, il faut regarder, et puis ensuite, vous verrez. Voilà. Merci beaucoup, Tidja, pour tous ces updates des séries, des top séries Netflix à regarder. On va à présent passer à notre portrait du jour. Fille et petite fille de matrone, c'est-à-dire d'exciseuse, Martha Diomandé s'est fait exciser à l'âge de 8 ans. Elle était elle-même prédestinée à devenir matrone dans son village de Kabakouma, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Mais sa vie a pris un tout autre tournant. Grâce à son amour pour la danse, aujourd'hui, elle combat l'excision à sa manière, c'est-à-dire dans le respect des peuples et des traditions. C'est dans le miroir de Martha Diomandé. Bonjour Martha, comment allez-vous? Ça va très bien. Bienvenue. Bienvenue sur le plateau des femmes d'ici. Alors, je le disais en vous lançant, vous accueillant sur le plateau, vous dites que vous combattez finalement donc l'excision à votre manière, c'est-à-dire dans le respect des traditions et des peuples. Ça veut dire quoi exactement? Combattre l'excision dans le respect des peuples, ça veut dire, ça peut répondre à la question pourquoi 30 ans on milite contre l'excision et ça ne s'arrête pas. Ça veut dire qu'on ne tient pas assez compte de l'impact que cette tradition a dans nos cultures et dans nos quotidiens. Donc, dans le respect, c'est aller à l'encontre des matrones et de travailler avec les personnes concernées. Parce que pour moi, pour que la lutte puisse avoir un sens, les matrones doivent participer à la lutte. Donc, c'est ces femmes-là d'abord qu'il faut respecter. Et d'abord, quand tu les respectes, parce qu'il n'y a pas que l'ablation des clitoris dans leur action, il faut les respecter et trouver la solution avec eux, ensemble, comment on peut transvaser cette tradition qui est peut-être aujourd'hui nuisible à la santé, et on le sait aujourd'hui, mais qui est aussi positif dans un autre sens spirituel et culturel. D'accord. Voilà. En fait, pardon. Oui. Moi, j'entends positif et tout, je ne sais pas trop. Mais je veux vraiment savoir qu'est-ce qui entoure l'excision qui est finalement positif pour les jeunes filles. En fait, l'excision, je vais vous dire aujourd'hui tout simplement,
pour répondre à votre question, moi, pour que je devienne militante, j'ai été choquée par une conférence. Pourtant, j'ai pris l'avion en Côte d'Ivoire à 15 ans pour partir en France. Donc, j'ai fait toute ma vie en France. Mais quand j'ai écouté cette conférence, étant fille et petite fille des matrones et quelqu'un qui a été excisé dans son village natal, je ne me suis pas reconnue dans le regard occidental sur l'excision. Donc ça a été la base de ma lutte, en quelque sorte. Donc, ce qu'on peut appeler positif. Moi, je vous dis, il faut aller au pas à pas. Je vais vous expliquer plusieurs façons d'excision. Et là où je travaille, l'excision fait partie à part entière de la vie quotidienne des gens. Et c'est une confrérie. Et qui dit confrérie, dit transmission du savoir, dit mystique, dit ça dépasse au-delà de l'ablation du clitoris, c'est voilà, de l'aspect. C'est-à-dire que l'ablation du clitoris, c'est vraiment un aspect c'est un goutte d'eau, voilà. Voilà. Et du coup, quand on met ça au centre, voilà. Pour eux, ils ne comprennent pas. Voilà. En fait, ce que vous dites, c'est qu'on stigmatise finalement les matrones, qu'on voit comme des sortes de bourreaux, parce qu'elles font cet acte justement d'excision, mais que comme il y a tout un rite derrière, qu'il faudrait le prendre autrement afin de leur expliquer finalement ce qu'elles font de mal, et sans pour autant les accuser ou les traiter de criminels, c'est ça? Oui, parce que quand tu accuses quelqu'un qui fait sa tradition, en Côte d'Ivoire, il y a 60 ethniques. Il y a tous des pratiques bizarres dans toutes les cultures africaines. Maintenant, ce peuple-là, l'excision fait partie de leur... Aujourd'hui, quand on enlève l'excision dans la culture Yakuba, il reste la fête des Ignames. Mais après la fête des Ignames, normalement, c'est l'excision. Donc, on enlève quelque chose qui rassemblait. Et où ils avaient une croyance. Donc, je pense qu'il faut le remplacer. Et moi, mon travail aujourd'hui, c'est de remplacer, c'est de travailler progressivement avec les matrones et travailler avec les acolytes pour arriver à un arrêt progressif, mais qui est su. Pas brutal. Mais est-ce qu'on ne peut pas juste... Vu que c'est une transmission et que c'est tout un rite qui entoure l'excision. Donc vous, ce que je comprends, c'est que vous travaillez à supprimer l'excision, mais pas tout le rituel qui entoure. Oui, donc oui, c'est ça. C'est ça. Pourquoi Valo? Parce que les matrones, c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure, c'est des ténaciers des plantes. Donc on a travaillé sur la reconversion des matrones, mais reconversion adaptées et souhaitées à leurs réels besoins. Donc, c'est discuter avec les matrones. Qu'est-ce qu'elles font si elles ne font pas l'excision? Elles sont d'abord accoucheuses traditionnelles, d'accord? Et elles sont aussi des femmes qui suivent des grossesses de manière traditionnelle. Donc, et c'est des femmes qui sont un peu gardiennes de plusieurs choses qui sont importantes après les chefs. Donc, pour moi, la reconversion, au lieu de faire une reconversion qui n'est pas souhaitée, c'est que ces matrones, on leur donne, on approfondit leur connaissance de plantes. Donc, on a financé des projets de jardinage et du coup, les matrones mettent leurs plantes ensemble pour pouvoir soigner, développer ce qu'elles savent faire. Maintenant, après ça, comme c'est des accoucheuses, aujourd'hui, l'État interdit l'accouchement fait par les matrones. Nous, tout ce qu'on a fait, c'est de leur donner, quoi qu'on veuille, quand tu vas dans un village Yakuba, il y a 2 femmes qui accouchent à l'hôpital. Tout le reste, il y a qu'à sur eux, mais c'est fait par les matrones. Voilà, et c'est caché. Donc là, elles ne vont plus cacher, mais elles ne seront pas on ne remplace pas des sages-femmes, mais on leur donne une connaissance, ce qu'elles ne savent pas. Comme ça, les femmes qu'elles suivent, elles les accompagnent, elles leur donnent des médicaments traditionnels et elles les encouragent à aller à l'hôpital. Voilà, et du coup, les matrones les accompagnent à l'hôpital. Et quand les enfants sont nés à l'hôpital, elles les ramènent et les maisons de femmes que nous allons inaugurer bientôt, cette maison des femmes accueille les naissances et les matrones suivent. Là, elles sont matrones. Pendant 7 jours, les matrones et la mère et l'enfant dorment dans cette maison de femmes qui est surveillée par des matrones et qui soignent la femme et qui la lavent, comme elles le font dans leur case habituellement. Et la sortie, le 7e jour, elles sortent le nom de l'enfant comme les Yakuba le font. Et ça, c'est aussi le rôle des matrones. Et là, les cadeaux qu'elles peuvent avoir pendant l'excision,
pendant cet événement-là, les matrones ont aussi des cadeaux venant des familles. En fait, c'est ça que j'allais vous demander. Il y a aussi une dimension économique dans tout ça qui est là. C'est-à-dire qu'effectivement, si on leur enlève donc, cette pratique de l'excision, ça a aussi enlevé une partie de leur revenu. Oui, parce qu'il y a un revenu, mais elles n'aiment pas trop ça. Elles n'aiment pas trop quand on dit revenu. Mais par contre, c'est quand même... elles gagnent quand même les personnes qui organisent les scissions dans le village. Si les familles sont riches, les matrones vont avoir beaucoup de cadeaux. Donc, pendant les naissances, puisque c'est pas... Quand l'enfant... Si on fait revenir cette tradition du 7e jour, mais en ce moment, les matrones, forcément, c'est comme un baptême. Elles auront des cadeaux parce qu'elles ont surveillé les enfants, parce qu'elles ont suivi la grossesse, parce qu'elles ont fait la cérémonie. Et elles auront des cadeaux autant que l'enfant aussi aura des cadeaux. Et là, les matrones restent matrones parce que c'est des initiations qui se font pendant les 7e jours avec le bébé. Donc, moi, j'ai une question. Moi, j'ai une question. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que, parce que selon ce que vous avez dit, on ne peut pas tout de suite là leur dire il faut que vous arrêtiez l'excision. Donc, est-ce qu'à travers vos actions, ça a vraiment diminué considérablement? Ouais. Merci beaucoup pour cette question. Moi, aujourd'hui, nous sommes ici, je suis sur ce plateau aujourd'hui, je pense qu'on c'est parce qu'il y a une méthode qui a été mise en place où on a une satisfaction. Par exemple, le travail avec les matrones, moi, il y a des matrones qui m'ont dit ouvertement, nous, compte tenu de nos engagements dans la confrérie, on ne va pas arrêter, mais on va t'aider à arrêter. Moi, j'ai mené le projet de parrainage. Le projet de parrainage, c'est les enfants aujourd'hui qui naissent dans les villages par ces matrones qui ne sont pas du tout excisées. Toutes les filles qui sont nées à partir de nos programmes, qu'elles soient accompagnées à l'hôpital ou pas, les matrones signent, les parents signent et ils ne sont pas excisés. Et en plus, on scolarise des enfants et ces enfants, on les appelle les enfants à César, que les villages, c'est-à-dire que les mères et les pères nous confient directement. On les prend à 6 ans, puisque tu n'as pas le droit... Il faut qu'on ait le choix dans l'excision pour moi. Donc, le projet parrainage, je l'ai apporté pour que les enfants aient le choix. Donc, les enfants qu'on nous donne, on paye leur scolarité jusqu'en 3e. Arrivé en 3e, un enfant peut se défendre. Et au bout de à partir de 6e, 3e, on fait des conférences avec ces enfants dans les écoles pour leur apprendre la prévention là-dessus. Et aujourd'hui, on a commencé, ça fait 4 ans, le projet parrainage. On a 200 gamins. Aujourd'hui, jeunes filles qu'on parraine, il y en a 5 qui sont au collège. Et donc ça, c'est parce qu'on a allé progressivement et qu'on a écouté les matrones que ces accords-là ont pu se faire. C'est de la négociation. On ne peut pas aller avec la force, avec ces femmes, parce que aujourd'hui, ça sera simplement l'excision et pas le passage à l'âge adulte. Parce qu'aujourd'hui, c'est caché. Là, maintenant, on parle de exciser. Alors que le Yakuba ou d'autres ethnies ne disent pas exciser. C'est pas le terme. C'est pas le terme. Mais aujourd'hui, moi, je dis le langage des gens frustre ces femmes-là et qu'il faut travailler différemment. L'État a fait déjà beaucoup. L'effet déjà d'interdit, ça nous a permis de comprendre, de faire des recherches sur nous, de savoir que c'est pas bon. Mais maintenant, il faut adapter notre méthode de dire non, tolérance zéro, à notre réalité. Mais sur le terrain, pas sur papier. Parce qu'il y a des réalités qui sont dites, on respecte la tradition, c'est sur papier, mais le terrain, c'est un travail de 15 ans. Alors justement, mais vous avez presque répondu à ma question. En termes de temporalité, parce que c'est un processus qui est beaucoup plus long qu'une démarche frontale, qui est plus efficace mais plus long. Vous voyez ça sur combien de temps, sur combien d'années, cette transition, ce changement s'opérer? Moi, je pense que, moi, par exemple, les résultats que j'ai aujourd'hui, ça fait 15 ans que je travaille dans la région et c'est maintenant pas des résultats, mais je ne m'attendais même pas à ces résultats-là maintenant. Et voilà, aujourd'hui, je vois des jeunes femmes qui se présentent à moi, qui quand je suis sur le terrain, qui me disent « Mais Mata, je suis enceinte, je suis allée à l'hôpital, c'est une fille, mais ça serait un enfant à César. » Donc, c'est pour dire, déjà, il y a un tabou que nous sommes en train de casser, puisqu'il y a une confiance qui s'est faite parce que les matrones sont dans la fédération. Elles sont impliquées. Et elles sont impliquées. Donc, même si elles, c'est pas eux, même si elles n'arrêtent pas, il y a une nouvelle génération qui va plus continuer. Oui. Comme moi, par exemple, personnellement, les matrones m'écoutent parce qu'elles me voient... Parce que vous deviez être matrone. Voilà, parce qu'elles me voient à l'image d'une matrone. Donc, aujourd'hui, mon combat porte peut-être dans la région, mais il y aura beaucoup de matas demandées comme ça aussi, à partir de ce qui est fait et dans le respect de nos parents.
Et je compte mettre un festival des traditions au féminin qui se fera chaque février dans la région de Tonkoui et où on fera tout ce qui est festif autour de l'excision. Sauf l'excision. Sauf l'excision. Non, sauf l'excision. Et là, vraiment, on a l'inauguration de la... Je profite sur votre plateau. On a l'inauguration de la 2e maison des femmes qui va être le lieu, puisque j'ai déjà expliqué ce qui va se passer dans cette maison, voilà, où elles vont travailler et où elles vont valoriser leurs plantes. Ça sera à Magouin et ça sera le 4 juillet. D'accord. Voilà. Donc, très bientôt. Voilà. Très bientôt. Martha, c'est très intéressant ce projet et honnêtement, on vous encourage. Vraiment, c'est vrai que c'est une approche très différente et qui, pour le coup, a le mérite donc d'impliquer tous les acteurs dans ce processus de changement. Merci beaucoup de m'avoir accueilli sur votre plateau. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette édition des Femmes d'ici. À tout de suite. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre sur le plateau des Femmes d'ici. On va à présent passer à notre rubrique Hot Top avec Mélissa Koulibaly qui va nous dire comment occuper nos enfants pendant les vacances. C'est une grande question ça. Oui. Enfin, je pense pour les parents. Pour les parents. Et même pour les tatas. Pour les tatas, exactement. C'est les vacances, vous voyez, on est content et tout ça. Et après, vous verrez très souvent sur les réseaux sociaux, les mamans disent, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est reparti, les bruits, les cris, tout ça. Mais vous pouvez occuper vos enfants sainement. Donc, j'ai une liste d'activités. Sainement, c'est ça le mot clé, en fait. Sainement, parce qu'on ne va pas laisser les enfants devant la télé toute la journée. Après, ils ont dépensé pendant toute la rentrée scolaire. Il faudra qu'ils puissent vraiment se mouvoir, se détendre aussi. Et j'ai une liste d'activités pour parents super occupés ou pas, que vous pouvez faire avec vos enfants. Donc, dans le top 1, il faut les emmener visiter la famille. Ça, c'est simple. Ça, Quand tu dis visiter la famille, ça veut dire les envoyer chez mamie, chez mamie, chez papy. Mais généralement, on pense aux grands-parents. Alors qu'on peut envoyer l'enfant chez la tante, l'oncle. On voudrait bien la recevoir. Ça serait l'occasion également de voir les cousins, les cousines quelque temps. Ne vous éternisez pas là-bas. Là où il y a des enfants, quoi. C'est ça, là où il y a des enfants. Pour que les enfants puissent voir d'autres personnes, s'amuser et tout ça. Voilà, donc n'hésitez pas à emmener vos enfants. Demandez d'abord, est-ce que les enfants peuvent venir? Est-ce que tes enfants sont là? D'accord, juste 2-3 semaines et puis bon, on passe à une autre. Attends, 2-3 semaines? Ah, je croyais que tu parlais d'une journée, de 2 journées comme ça. Moi, je me disais, OK, un week-end. Oui, un week-end, quoi. Ah non, tu parles d'envoyer les enfants pendant... C'est débarrasser même des enfants, genre, allez. Moi, ça dépend des tatas. Voilà, de la proximité. D'accord, le deuxième point, tu peux faire participer tes enfants à un camp de vacances. Par exemple, il y a la maison de Maé. C'est... voilà, ce camp pour la maison de Maï, voilà. L'image va apparaître. Il y a une amie qui envoie son enfant à cette crèche-là. Ils sont super top. Donc, ils ont des activités, cuisine et tout ça. Franchement, de belles activités que vos enfants vont pouvoir faire. Et en plus, ils pourront avoir de nouveaux amis. Voilà. Ça, et vous pouvez les envoyer aussi en colonie de vacances. Donc, peut-être visiter la sous-région. D'accord. Il y en a beaucoup des... Ou l'intérieur du pays. Ou l'intérieur du pays. Ouais, je préfère ça. Commencer par là, c'est vrai. C'est vrai. Il y a pas mal de programmes comme ça. Oui, il y a pas mal de programmes, mais il faudrait bien se renseigner parce qu'il ne faut pas envoyer son enfant n'importe où. Après, je pense qu'il y a une question de sécurité aussi qui inquiète les parents. Voilà, c'est ça. Et le troisième point, vous pouvez les inscrire tout simplement à des activités super intéressantes. Donc, ils peuvent apprendre... le taekwondo. Le taekwondo, le piano. Ils peuvent apprendre l'anglais aussi. Donc, pour l'anglais, je connais bien Bini sur les réseaux sociaux. Elle fait Kid Vacation. Donc, des enfants compris entre 5 et 15 ans. Que vous soyez dans la zone du plateau, Cocody ou Yopougon ou Bingerville, vous emmenez vos enfants 3 fois par semaine. Vous faites les cours d'anglais bien de façon ludique en fait. C'est génial. C'est génial. Et le prix, mois, le prix est top. Et ne vous inquiétez surtout pas. Il se charge de prendre vos enfants les matins 2 fois. C'est-à-dire de les prendre, c'est-à-dire de venir les récupérer. De venir les récupérer. Et vous êtes pépère, quoi. Franchement. En fait, Mélissa, tu sais pourquoi je s'est débarrassée des enfants. Je pensais que ce serait des activités parents-enfants, mais en fait, c'est ça, non, c'est juste les enfants, allez, ciao. Éloignez-les de...
Donc 9 mois, ils sont allés à l'école, c'est pas si. Prenez-la un peu, comme ça, ils s'amusent. Voilà, ils apprennent. C'est très bien. Pourquoi pas. Comme ça, on a des choses à se dire le week-end. C'est ça, moi, j'ai appris des choses à raconter. Voilà, c'est bon comme ça. Alors, le dernier point, ça, c'est pour les parents qui sont super disponibles, qui sont là tout le temps. Faites des activités ensemble. On peut faire de la cuisine. En plus, la cuisine, c'est double récompense. On prépare, on mange. Ouais. Donc, on fait à manger ensemble. On fait à manger ensemble. Vous pouvez même aller en vacances ensemble. Vous partez en week-end, vous faites du cinéma, prévoyez des séances cinéma, tout ça. Vous pouvez demander à vos enfants, vous pouvez lire des livres ensemble et après on se fait le point et tout. Le book club, le salon du livre, quoi. Tu vois. C'est ça, hein. Après, tu dis oui, t'as lu, qu'est-ce que t'as retenu? Ouais, qu'est-ce que t'as retenu? On fait des activités ensemble pour ne pas qu'ils sentent leurs vacances comme... bon, voilà, on n'a rien fait, on est resté devant la télé pendant tout le temps. Parce que les enfants ont tendance à dire à chaque fois, maman, je m'ennuie. Oui. Ça, c'est le mot préféré. Et ça, c'est un vrai challenge parce que en fonction de l'âge et de la personnalité de l'enfant, tu peux avoir aussi énormément... En fait, une journée, c'est assez long, en fait, finalement. Et énormément surtout, si t'en as 3-4, faut occuper les 3-4 en permanence. Faut trouver des activités qui correspondent au tempérament de chacun. Ça aussi, c'est un autre challenge. Et justement, si tu as par exemple une fille, un garçon, ou même pas, oublions les genres, juste qui ont des centres d'intérêt très différents, comment est-ce qu'on fait pour conjuguer tout ça? Ce qui va être difficile, c'est qu'il y a un écart d'âge. C'est qu'il y a un écart d'âge. Par exemple, si c'est une toute petite fille, par exemple, comme ma fille qui a 1 an et demi, elle ne peut pas avoir une activité avec celui de 5 ans ou celui de 11 ans. Donc, on va vraiment dissocier les choses. Ouais. Et c'est pas facile, mais c'est le métier qu'on a choisi. C'est ça, en fait, finalement, on n'a pas trop le choix. On n'a pas trop le choix. Peut-être si un aime bien le sport, le mettre dans une activité sportive, ou si l'autre est plutôt musique, art. Après, la petite, on peut la déposer à la crèche, comme je disais, à la crèche de Maillet. Elle va faire des activités là-bas, mettre les deux ensemble. Ils vont jouer le sport, comme tu le dis, ou encore apprendre un instrument. On vous donne des livres, vous deux. Bon, voilà. Moi, je pense que pour tout ce qui est justement aider à dépenser de l'énergie pour qu'ils se retrouvent à 20h ou 21h KO. Qu'ils aillent dormir et que toi, tu puisses dormir, c'est tout ce qui va être activité à l'extérieur. Enfin, sportive, aller à la piscine. Puis bon, après, c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, il y a quand même des options pour les week-ends, par exemple. Oui, il y a beaucoup d'options. Heureusement. Acrobranche, tyrolienne, aller à la plage. Faire de la randonnée, la plage. Tout ça. Ouais. Donc, beaucoup d'activités. Voilà, donc toi, c'est ça ton top 4. Hein. En commençant par les envoyer chez les... Ils ont déjà fait ça. Hein. Ils sont à la maison en ce moment, tes enfants? Oui, pour le moment, ils sont là. Et c'est quoi le programme donc, On a déjà fait la grand-mère, on a fait la sortie ensemble en famille. Là, on va... je pense qu'ils vont faire 2-3 activités. Chacun aura son activité et puis on va voir. C'est un budget aussi, hein. Je pense qu'il faut préparer ça en amont. Il ne faut pas attendre le début des vacances parce que ça coûte... oui, ça coûte bonbon. Ça coûte beaucoup. Après, il doit y avoir quand même des activités un peu moins chères. Comme tu disais, la cuisine à la maison. Ça, c'est une pierre deux coups, finalement. C'est ça. À partir de quel âge tu penses qu'on associe les enfants à la cuisine? 5 ans. 5 ans? 5 ans, mais on ne touche pas le feu. Oui, bien sûr. Tu leur fais juste pétrir des choses, des gâteaux. Laver les fruits et les assiettes. Battre les œufs. Voilà. Ils ont l'impression de faire quelque chose et puis ça les occupe. 11 ans, à partir de 10 ans, 11 ans, déjà, ils peuvent faire le riz. Sous surveillance. J'ai ma petite nièce qui fait le riz. Ah, bah voilà. À quel âge? Elle a 12 ans. Pour information, moi, j'ai commencé à cuisiner à 9 ans. Moi aussi, je crois, un truc comme ça, 9-10 ans. Ne me demandez pas. Mais ça dépend de l'intérêt de l'enfant aussi. Ah non, ça dépend de la mère que tu as. De la maman que tu as. Je tiens à le dire. C'était pas ton intérêt. Une autre question que je me pose, c'est est-ce que tu mets justement des vraies limites par rapport à le nombre d'heures passées devant la télévision à la maison? On va dire pendant la rentrée scolaire, vraiment on met des limites. Et pendant les vacances? Pendant les vacances, on essaie de laisser un peu. Parce qu'ils sont en congé, on ne va pas les coincer encore. D'accord. Mais généralement, jusqu'à... Mais tu ne veux pas qu'ils soient devant la télé de 8h à... Non. Pas de 8h à minuit. Non. Après, ils descendent aller jouer au ballon, ils reviennent. Après, il y a la sieste, on va manger, on va causer un peu. Mais généralement, pour la télé, maintenant, on va jusqu'à 22h30.
coup, c'est les vacances. Hein, c'est le couvre-feu est un peu retardé. Ouais. Merci beaucoup, Mélissa, pour toutes ces infos. J'espère que vous avez appris des choses et que, du coup, vos vacances vont être chargées pour les enfants, surtout. Surtout, restez sur notre antenne de la nouvelle chaîne ivoirienne pour la suite de nos programmes. On se retrouve demain pour une toute nouvelle édition des Femmes d'ici. D'ici là, excellente fin de journée à tous.